Bonjour à tous et bienvenue. Je m'appelle Fanny, je suis, social media manager à la Wildcat School. La Wild, c'est, des formations pour changer de métier dans 4 domaines, donc les domaines que vous voyez à l'écran. On a 6 campus en France et un à distance et on a 2 cursus, donc un cursus en bootcamp de 5 mois et un cursus en alternance de 15 mois. Aujourd'hui, on se retrouve pour du coup le 4e épisode d'Into the Wild qui est donc, un format pour comprendre la tech et les actualités, que vous soyez débutant ou expert et on sera là un mardi sur 2. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le design produit et pour ça, je suis avec Clara et Gaillac, qui sont formateurs à la Wellcome School. Je vous laisse vous présenter, tous les 2. Bonjour déjà, donc moi je suis Clara, je suis formatrice, à la Wild Code School, sur, la formation bootcamp de 5 mois, en web design. Hello, bonjour à tous. Ben, moi, c'est Gaillac, donc je suis également formateur donc sur le parcours UX UI design en alternance, donc sur un an. Et ça fait bientôt un an que je suis à la Wild. Et avant ça, j'étais UX UI designer pendant pas mal d'années dans différentes boîtes, notamment quelques grosses entreprises. Et donc, c'est un plaisir aujourd'hui de passer à la transmission et de faire profiter aussi de mon expérience à différentes personnes. On va parler des dark patterns aujourd'hui et comment ils peuvent vous influencer malgré vous. Mais déjà, avant de commencer, on va parler un peu de design pattern parce que c'est, assez relié finalement. Est-ce que Clara ou Gaillac, vous voulez nous expliquer un petit peu ce que c'est qu'un design pattern? On va pas oser se couper la parole. Je veux bien commencer un petit peu. Bah, les design patterns, au final, en fait, faut le voir vraiment, comme si on le traduit de manière très littérale, des patrons de conception. C'est des éléments, en fait, qui vont, alors nous, sur la partie design, enfin, je sais, peut-être tu pourras compléter, Gaillac, mais on va être plutôt sur la partie UX, donc partie expérience utilisateur. Ce qui va nous intéresser, c'est de suivre, on va dire, certains critères qui vont permettre justement d'avoir une meilleure expérience utilisateur et ainsi de suite. Donc, c'est un peu des principes, des petites règles qu'on peut suivre, des petites directives qui vont nous permettre justement d'avoir une meilleure expérience utilisateur sur un site web ou une application mobile. Oui, tout à fait, c'est ça. Ce sont des solutions éprouvées à des problèmes récurrents. Parce que quand on entend le mot pattern, effectivement, c'est comme un motif, donc c'est des choses qui reviennent souvent. Et éprouver, donc il y a deux mots qui sont intéressants, donc effectivement des problèmes récurrents et éprouvés dans le sens où, en tant qu'UX, on a pu identifier des problèmes qui reviennent souvent et on sait que tel type de solution y répond de façon favorable. Donc ça nous permet au niveau de la conception d'aller plus vite et de répondre plus facilement à ces problèmes. Au niveau du code aussi, ça va être utiliser les design patterns afin de améliorer la productivité, de répondre plus rapidement aux besoins des utilisateurs du point de vue technique également. Super, bah, merci pour cette explication. Je ne sais pas dans le chat si vous saviez déjà ce qu'était un design pattern, vous pouvez nous dire. On a Ascarial qui dit, une répétition boucle. Il y a Valhalla qui est arrivé. Hello à tous, hello. Mais en tout cas, nous, aujourd'hui, on va vraiment parler des dark patterns. Donc en fait, je suis tombée sur cet article de 01net qui expliquait un peu les origines des dark patterns et qui expliquait que c'était du coup, une notion qui a été inventée par donc Harry Brynjul, j'espère que je n'écorche pas son nom, qui est donc, un expert en design web et expérience utilisateur et également un docteur en sciences cognitives et il a dit justement, dans cet article, il y a une citation, assez intéressante où il dit, qu'il y a une dizaine d'années, il a dû faire une présentation sur le dark pattern, aussi appelé du coup le design trompeur. En tout cas, c'est la traduction, dans l'article et au début, il pensait qu'il y avait pas assez de matière pour faire une petite présentation d'à peine 20 minutes et au final, il a cherché, il a trouvé énormément d'exemples et il a un peu découvert un nouveau monde, on va dire, avec, tous ces patterns. Donc, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Mais, est-ce que, avant de commencer, est-ce que vous connaissiez, Gaïa et Clara, ce terme avant? Et est-ce que justement il y a une différence entre avant, où c'était peut-être moins répandu et aujourd'hui où on le voit plus? Alors pour ma part, moi, ça fait un moment que je suis dans tout ce qui est design, puisque j'ai commencé ma carrière dans le jeu vidéo, puis après dans le digital et beaucoup dans le travel. Et je ne connaissais, le mot est venu au fur et à mesure que j'ai avancé. Je ne connaissais pas au départ le terme, mais j'avais déjà été confronté à des choses comme ça. Et c'est vrai que c'est une mauvaise pratique qui existe aussi en dehors du digital de façon plus globale, qui s'est propagée effectivement sur le domaine du digital. Mais j'ai
le mot pour moi est venu dans nos métiers, ça évolue beaucoup et le vocabulaire change aussi. Et pour moi, j'ai découvert ce concept-là il y a quelques années quand même, mais pas au tout début de ma carrière, puisque ça fait quand même un certain temps. Mais effectivement, ça commence à devenir de plus en plus un mot qu'on retrouve de plus en plus souvent. Ouais, ben, moi, pour ma part, du coup, je pense que j'ai jamais. Enfin, je pense que déjà, la première chose, c'est qu'en tant que consommateur, je pense que je l'ai vécu. Enfin, on aura l'occasion, je pense, d'en reparler, mais l'un des dark patterns qui revient le plus souvent, c'est celui de Amazon avec le tunnel d'achat et le passage à Amazon Prime. Et le fait que ça soit volontairement un petit peu caché pour nous pousser justement à souscrire à Amazon Prime plutôt que ne pas profiter, on va dire, de l'offre. Donc déjà, je pense qu'en tant que consommateur, en effet, c'est la première chose qui peut être importante. Et de toute façon, je pense que les gens dans le chat le diront aussi. On n'a pas forcément la dénomination, mais on y a déjà été confronté d'une manière ou d'une autre, quoi. Donc avant même qu'on appelle ça dark patterns. Après, moi, je l'ai découvert, je pense, peut-être plus il y a quelques années, on va dire. Je connaissais plutôt les anti-patterns qui sont des méthodes de conception qui ne sont pas très, très optimisées et qui ne sont pas pratiques, on va dire, pour l'utilisateur. Donc, je me disais, ah ouais, c'est quand même embêtant. C'est vraiment mal développé pour le coup. Et en fait, c'est avec du temps il y a quelques années et des recherches que je me suis rendu compte que en effet c'était complètement volontaire et qu'au contraire c'était pour pousser un petit peu l'utilisateur à l'erreur au final. Hyper juste, on a Anthony qui nous dit justement qu'il est inscrit sur Audible et que pour résilier la bourse, c'est un escape game. C'est un peu compliqué. Et il y a Valalacote qui nous dit que c'est une volonté, en tout cas, de faire quelque chose de désagréable ou de peu pratique. Ce que tu as dit aussi un peu, Clara, justement, que tu t'es rendu compte qu'il le faisait un peu exprès. C'est vrai que parfois, on peut se dire ouh là là, l'expérience utilisateur, elle n'est pas agréable, ils l'ont pas travaillé ou quoi, mais en fait, c'est vraiment quelque chose qui est voulu. Et comme tu l'as dit, qui va te faire souscrire à des abonnements, te faire partager tes données. Mais à quel point vous pensez justement que le design il peut jouer un rôle? Enfin, est-ce que si justement on a un dark pattern plutôt agréable ou auquel on est habitué, est-ce qu'on va peut-être souscrire plus facilement à quelque chose? Ou est-ce que tout est vraiment dans la manipulation totale, un peu cachée? Alors, il y a plein de motifs, entre guillemets, qui existent, plein de modèles, et effectivement, il y a des fois où on peut ne pas s'en rendre compte aussi. On peut, en fait, dès qu'on va avoir un souci de transparence, on va être dans du dark pattern. C'est-à-dire que l'information est plus ou moins cachée ou voire même non communiquée. Ça peut être, par exemple, même sur des extensions installées. On vous fait voir une super vidéo, ah ben tiens, c'est ce que je recherchais. Je l'installe, on me demande de créer un compte, jusque-là, pas de problème. Et c'est qu'après que je découvre qu'en fait, c'est une solution où il faut payer un abonnement à l'année. Et résultat des courses, je suis embêté parce que du coup, je ne sais pas où vont ces données. Je n'ai aucun moyen pour enlever mes informations de cette base. Je peux juste désinstaller l'extension, mais au final, je n'ai pas été informé de ça. Et en fait, on m'a vendu quelque chose qui n'est pas ce que j'ai eu. Donc, dès qu'il y a tromperie, on est clairement dans du dark pattern. Mais il y a des moments où peut-être, quand c'est fait de façon, on va dire, un peu plus subtile, on peut ne pas se rendre compte que c'est du dark pattern. Et puis, on évoquera peut-être plus tard, après, la façon au cas par cas, de se dire est-ce qu'on est vraiment dans quelque chose de dark pattern ou pas, dans le sens où est-ce que ça apporte quand même une plus-value ou pas pour l'utilisateur. Je pense notamment aux systèmes qui vont simuler, entre guillemets, simuler en tout cas, mettre l'utilisateur dans une situation d'urgence, des systèmes un peu proches des concepts de stress marketing, qui vont dire il vous reste plus que temps. Alors, quand il y en a trop, ça devient complètement anxiogène, et là, c'est clairement du dark pattern. Mais on peut se poser la question à un moment donné. Donc moi, j'ai travaillé pas mal dans l'aérien. Les billets d'avion, ça change beaucoup. Et le prix peut bondir très rapidement. Quand vous partez à 4 ou 5, si vous prenez 80 € de plus sur chaque billet, ça peut vous foutre en l'air les vacances. Donc le fait d'informer l'utilisateur, attention, il ne reste plus que 5 places sur ce. À ce moment-là, on peut se demander effectivement, est-ce que c'est du dark pattern ou pas? Parce que pour le coup, au niveau de la transparence, on est transparent si c'est vrai. À partir du moment où on triche, là, il n'y a pas de... parce que tout est possible techniquement. On peut imaginer des couches techniques où on rajouterait des choses pour simuler cette information-là. À partir du moment où l'information est véridique, certes, on va peut-être mettre
l'utilisateur, dans le prospect, dans une situation un peu de stress et de rush, mais en même temps, ça lui permet potentiellement de ne pas louper l'occasion qui lui permettra de partir en vacances. Donc, c'est un peu aussi au cas par cas. Le vrai souci, effectivement, c'est le manque de transparence et le fait soit de cacher ou de volontairement diminuer l'impact visuel de certaines informations et de jouer sur les niveaux de visibilité pour duper un peu l'utilisateur et arriver à des objectifs. Parce qu'en fait, le design pattern est toujours mis en face d'un objectif qui est en général commercial, de marketing, soit qui peut être de la conversion, donc soit sur 100 personnes, combien vont finaliser l'achat, sur 100 personnes, combien vont s'inscrire à un événement, sur 100 personnes, combien vont souscrire à un service premium. Donc en général, c'est parce qu'on est dans un contexte où il y a une grosse pression pour arriver à des objectifs, ce qu'on appelle des KPI, des indicateurs clés, qui sont chiffrés et qui sont demandés par l'entreprise. Je pense que c'est moi qui me positionne en tant qu'UX designer. En tant qu'UX designer, notre éthique nous empêche en fait de faire ça, mais je pense que dans beaucoup de cas, les designers sont aussi contraints par l'environnement professionnel qui impose certains objectifs et qui priorise des objectifs, on va dire, qui peuvent être soit de la rétention, c'est-à-dire faire en sorte que les utilisateurs restent sur le site, soit de la conversion, donc de nombre de ventes ou de nombre de création de paniers ou de souscription à un événement, plutôt que des vrais objectifs UX d'expérience. Donc après, à nous, en tant que UX, d'essayer de lutter contre ça autant qu'on peut. On n'a pas toujours la main là-dessus dans le métier. Il se peut qu'on vous demande de faire des choses. Moi, j'ai été amené, on m'a imposé à faire des choses sur lesquelles j'étais un peu inconfortable. Et après, c'est à nous, en tant que designer, de se positionner, de savoir jusqu'où on peut aller, jusqu'où est notre limite au niveau de l'éthique. Mais moi, personnellement, je pense que de lui-même, ou alors c'est que c'est pas vraiment, comment dire, j'avais éviter de dire bon, parce que du coup, on va être dans le jugement, mais au niveau de l'éthique du métier, UX, on va essayer de résoudre des problèmes et d'améliorer le quotidien des gens en répondant à des solutions, en proposant des solutions à des problèmes qu'on identifie. Et là, pour le coup, on est plus à répondre à un objectif commercial. Mais voilà, on est dans un contexte aussi où il ne faut pas être non plus béni oui-oui. Hein. On est dans un système où les entreprises, pour qu'elles puissent nous payer nos salaires, il faut aussi qu'elles visent la profitabilité, la rentabilité. Et pour ça, on a dans certains cas des grosses pressions pour mettre en place des systèmes qui ne sont pas toujours très éthiques pour arriver à des objectifs qui sont plutôt marketing. Est-ce que là-dessus, Gaëlle, tu aurais des chiffres? Justement, on a Random qui nous dit: «Sur de l'aérien, combien de compagnies ou de grossistes mettent réellement en avant de vraies données?» Alors, il faut savoir qu'au niveau de l'aérien, on a des équipes qui s'appellent le Yield Management, qui vont travailler quasiment en temps réel. Hein, c'est même pas quasiment, parce qu'il y a des outils. Bon, ils sont épaulés aussi avec tout ce qui est l'intelligence et l'automatisation, l'apprentissage, le machine learning, mais les prix augmentent assez. Ça fluctue tout le temps. En plus, le marché, sur certains marchés, comme notamment sur les Antilles et la Réunion, c'est très agressif. Sur New York, j'en parle même pas, c'est la jungle. Donc, ça change souvent. On a quand même en France des garde-fous qui sont mis en place, puisque du coup, on a des règles au niveau de la DGCCRF. Quand on communique notamment sur une campagne, un prix à partir d'eux, on doit s'assurer, on doit être en matière de prouver qu'on a un certain nombre de stocks, alors j'ai plus le chiffre exact en tête, mais de places qui sont réellement disponibles à ce prix-là. Et il y a quand même des contrôles qui sont faits. Pour avoir été en compagnie, on a eu plusieurs fois des enquêtes de la DGCRF pour différents sujets. Et voilà. Après, c'est difficile pour un utilisateur lambda de se rendre compte et réellement de est-ce que c'est vrai ou pas. On peut suspecter, je sais que potentiellement, il y a des hypothèses sur certains acteurs, je ne citerai pas de nom, qui potentiellement utiliseraient ce genre de système, ou alors potentiellement pourraient faire des différences selon le device, quand il y avait aussi une volonté à un moment donné de pousser les ventes sur le mobile, ou à un instant T, on pouvait se dire, mais tiens, c'est bizarre, j'ai des prix qui sont moins chers sur le mobile que sur le desktop. Tout ça peut être fait artificiellement. Donc effectivement, on n'a pas vraiment le chiffre pour répondre à la question combien ont réellement de vraies données. En tout cas,
Quand on fait un système de réservation en ligne, on est obligé de se connecter à ce qu'on appelle un GDS. Donc, ce sont des gros systèmes internationaux comme Amadeus ou Galileo qui, eux, vont avoir les stocks en temps réel. Et là, c'est la vraie donnée. Donc là, nous, en tout cas, moi, dans mon parcours professionnel, c'était toujours des vraies données qui étaient affichées. Après, on peut toujours imaginer qu'il puisse y avoir une surcouche, puisque techniquement, tout est possible. Hein. Des acteurs pourraient très bien être malveillants et fausser ces chiffres-là. Mais en tout cas, dans les systèmes, comment ça va se passer au niveau de la programmation? On va faire des requêtes sur des API qui vont nous renvoyer des chiffres et les chiffres vont nous dire, attention, il ne reste plus que 10 places à ce tarif-là, par exemple. Ok, super intéressant, merci Gaillac. On a justement une question qui fait le lien avec le prochain thème que je voulais explorer, c'est est-ce que on pourrait voir justement un retour de flamme un peu pour les sites qui promeuvent des dark patterns? Donc est-ce que à cause de la perte de confiance du public, ils vont changer leur méthode? Et justement, on a le système de cashback de la SNCF. Donc c'est pas celui de la SNCF à proprement parler, mais en tout cas qui était affiché sur la SNCF quand on prenait un billet, qui a aujourd'hui disparu. Ils ont choisi de l'arrêter. Et en fait, c'était après l'achat d'un pardon, spoil, nous dit Valhalla, pas de problème, il n'a pas lu le script, je vous promets. Après l'achat d'un billet, en fait, on avait un petit pop-up qui permettait de se faire rembourser sur son billet. Et en fait, ça nous renvoyait vers un site qui réclamait un abonnement de 18 €, mais c'est évidemment tout petit, dans des conditions, donc on ne le voit pas forcément et parfois on est un peu happelé par ce pattern-là. Est-ce que, Clara, tu sais si les sites pardon, qui affichent ce genre de messages ont une commission? Est-ce que c'est vraiment pour faire plus de profit? Pourquoi ils ruinent en fait l'UX pour ça? En fait, il y a plein de questions en une déjà. Peut-être déjà sur l'approche, on va dire, un peu plus globale, c'est-à-dire potentiellement le retour de flamme ou quoi que ce soit. Parce que la question de Valhalla Code, elle était intéressante sur ça aussi. Je pense qu'on en parlera aussi par rapport aux questions des mesures qui sont mises en place aujourd'hui. Peut-être la bonne nouvelle, on va se dire, pour nous, c'est qu'en Europe, on a beaucoup plus de mesures qui sont mises à disposition pour justement venir un petit peu contrôler ces problématiques-là. Donc déjà, ça, c'est plutôt bien. Sur la partie SNCF, alors je voulais juste faire un aparté là-dessus parce que je trouve que c'est intéressant pour avoir utilisé leur application en tant qu'usager. Il y a un truc que j'ai trouvé mal fait sur la partie justement de Dark Pattern, c'est que je pense que comme beaucoup de personnes ici, ça vous est déjà arrivé de vous retrouver avec un train qui est en retard et on va vous dire, voilà, on va vous rembourser. Alors, c'est par palier, mais c'est un truc du style entre à partir d'une demi-heure et une heure, on vous rembourse quelque chose comme 20% de votre billet et ainsi de suite, tout ça. Donc, vous vous dites, ah chouette, le billet quand même que je me suis acheté, je vais pouvoir me le faire rembourser à hauteur de 20%. Et en fait, on s'en rend pas compte, mais dès qu'on a fini la partie justement formulaire où on a tout rempli pour indiquer que vraiment on n'est pas content, hein, on a peut-être 3/4 d'heure de retard sur notre train et tout, on vous dit oui, en effet, on va vous rembourser à hauteur de 20%, mais c'est pas dans votre poche. En fait, on vous fait un avoir et vous pourrez réutiliser cet avoir plus tard. Et ça, c'est un petit peu contre-intuitif et ça fait pas trop plaisir quand on est usager parce que on va pas se mentir, je pense que quand même l'aspect un peu pécunier peut être important. Là ici, c'est vrai que moi ce genre de pop-up, qui vous disent voilà, vous pouvez être remboursé ici. Je pense que ce qui est surtout encore une fois intéressant, c'est que il y a la promesse, on va dire, qu'il y ait un retour sur investissement quand justement vous achetez un billet ou quoi que ce soit. Donc, potentiellement, on va vous attirer avec des sous parce que vous avez dépensé des sous juste avant sur votre billet. C'est vrai que c'est souvent le genre de pop-up que vous voyez sur plein d'autres sites. Vous les trouvez également sur des sites généralement français, mais également, donc c'est Web Loyalty, il me semble, qui fait cette offre-là. Vous pouvez les retrouver également sur des sites de e-commerce français comme Cdiscount, Rue du Commerce. Après, je me suis jamais trop sentie tentée, on va dire, par ça, mais je pense pour des personnes qui achètent très souvent ou quoi que ce soit, peut-être que l'idée leur a souvent traversé l'esprit.
Derrière, c'est vrai que souscrire à une nouvelle offre, forcément, il y a forcément un aspect pécunier, encore une fois. Et c'est, je pense, alors là, ça n'engage que moi, mais je trouve en termes d'éthique, c'est pas terrible. C'est peut-être un peu, je dirais pas de l'abus de faiblesse, mais en tout cas, c'est voilà, par une promesse de rembourser une partie ou quoi que ce soit, ben nous, en fait, on vous reprend derrière ce qu'on a proposé en fait de vous rembourser. Donc, il y a un peu un système d'annulation et au final, on fait, on va dire à l'utilisateur, ben voilà, tu vois, on te rend gagnant, tu es pleinement en possession de ton pouvoir d'achat ou quoi que ce soit, et en fait, au final, pas véritablement, quoi. Donc, c'est un peu à mon sens, c'est un petit peu l'idée qui est derrière. D'autant plus qu'en rajoutant à ça, souvent, il y a des conditions d'utilisation pour réutiliser ces bons, ces fameux bons. Souvent, c'est par exemple hors vacances scolaires, etc. Donc, qui sont les grandes zones dans le voyage, ça existe souvent. Et donc, du coup, tu as un bon, mais tu ne peux même pas l'utiliser quand tu voudrais. Donc, c'est encore plus inconfortable. Je trouve que la question de Valhalla Call, elle est très pertinente parce que justement, nous, en tant que designer, si on veut, en tant que UX designer, si on veut défendre le côté éthique, c'est parfois un peu compliqué dans un contexte d'entreprise. Donc, il faut faire écho à des choses qui vont parler au cadre dirigeant. L'éthique, ça peut être difficilement chiffrable. Ce qui peut être chiffrable, c'est que ça peut effectivement, comme ça a été évoqué, avoir un impact sur l'image de marque. Et ça, les entreprises, elles investissent de l'argent sur leurs images de marque. Donc, elles passent elles travaillent ce qu'on appelle un univers de marque pour se positionner en tant que marque. Le problème étant que si l'expérience vécue par l'utilisateur n'est pas au rendez-vous, l'image de marque sera mauvaise. Et avoir une mauvaise image de marque, ça va entraîner quoi? Ça va entraîner une conséquence sur la réputation, parce que du coup, il n'y a rien de pire qu'une mauvaise pub. Quelqu'un qui aura une mauvaise expérience, qui aura eu le sentiment de se faire avoir, de se faire troubler, il va dire à ses proches, n'allez pas là-bas, j'ai pas aimé, on aura une mauvaise publicité, donc une fréquentation qui sera amoindrie. Potentiellement, la fidélité sera amoindrie aussi, et ça, les entreprises travaillent. Donc, quand on dit fidélité, c'est le fait qu'un client revienne et renouvelle l'achat ou l'abonnement à un service. Donc, ça peut impacter aussi sur la fidélité. Donc, sur l'image de marque, la fidélité. Éventuellement, un autre point auquel on ne pense pas tout de suite, qui peut être un effet de bord, c'est le référencement. Pourquoi? Parce que du coup, le référencement, on va prendre aujourd'hui, on le sait, on prend en compte les avis clients, les fameux avis vérifiés, par exemple, tous ces templates qui permettent sur Google ou sur avis vérifié de remonter des avis clients. Et si vous faites du dark pattern, les gens qui vont le ressentir, ça va générer une expérience négative, ils vont se plaindre, ça va remonter, ça va affecter la marque au niveau de sa visibilité sur la partie référencement. Sur un autre point aussi, il faut savoir que les crawlers aujourd'hui identifient, arrivent à mesurer quelque part, dans une certaine mesure, l'UX. Pour ça, ils font appel à différentes choses, des taux de contraste, des taux d'espacement, etc., mais notamment aussi sur le process et tout ce qui est mis en place. Et ne croyez pas que si vous faites des choses, les crawlers ne sont pas à même de le voir. Ils voient tout. Et ils le prennent aussi en compte dans votre positionnement. Donc, ça peut être des choses qui peuvent nous aider, nous, en tant que designers, à défendre le fait de dire, OK, on va faire ça sur une vision, une stratégie court-termiste. Certes, on va peut-être augmenter le taux d'engagement ou le taux on va améliorer peut-être le taux de temps passé sur le site ou le taux de conversion sur de la vente ou de l'abonnement. Mais à long terme, attention, vous allez dégrader votre image de marque, vous allez dégrader votre fidélité, vous allez dégrader votre réputation et potentiellement votre SEO, puisque en dehors même du facteur des avis vérifiés, les algorithmes sont capables. Donc, j'ai une petite anecdote que je pourrais partager, qui est un peu old school parce que ça date d'il y a un peu plus de 10 ans, c'est des choses qui se font plus. Mais avant, il y avait des systèmes qu'on appelait des pop-under. Donc, vous avez la pop-up, ça n'existe plus depuis longtemps parce que tous les navigateurs la bloquent. Donc, c'est une fenêtre qui vient se positionner par-dessus et qui vous affiche une information. Il y a la pop-in qui est dans la même fenêtre, mais qui s'affiche par-dessus, qui aujourd'hui, on va plutôt parler de modal lorsqu'on a un choix à faire pour valider ou invalider. Mais on avait aussi des systèmes d'ads avec des pop-ins, ça aussi c'est très mal vu. Et on avait la pop-under. La pop-under, donc c'est j'ai ma fenêtre de navigateur et quand je ferme tout, tiens, derrière j'ai 30% de réduction sur la location de voiture. Et donc quand j'étais chez un voyagiste avant d'être en compagnie, il y avait le responsable marketing de la location de voiture et de l'hôtel qui m'avait fait mettre en place un système pop-under avec 30% sur la location de voiture.
On a reçu un courrier recommandé de Google qui nous a dit nous avons identifié que vous utilisez un système de pump under. Nous n'apprécions pas ces pratiques marketing que nous trouvons agressives, etc. Merci d'enlever ça. Ils ont regardé ça, ils ont doucement rigolé, ils se sont dit bon, ben, ils se prennent pour qui? On est quand même chez nous, on fait ce qu'on veut. Et puis, une semaine ou deux sont passées. Et puis, tout à coup, il y a le directeur qui me fait venir dans son bureau et qui me dit mais c'est quoi ce bordel? Il me montre une lettre. Et c'était le deuxième courrier de Google qui dit « Nous vous avons déjà informé que nous avons remarqué que vous utilisez un système que nous n'apprécions pas, etc. Ce sera le dernier courrier à ce sujet. Le troisième sera pour vous dire qu'on vous déférence complètement de notre base de données sur Google. » Donc, je peux vous dire que là, tout de suite, il m'a dit tu m'enlèves tout de suite ça. Il a fallu faire une mise en prod en urgence pour le désactiver. Et bon, c'était assez troublant parce que d'un côté, c'est bien, parce que du coup, pour l'utilisateur, enfin, c'est bien. Quelque part, c'était pas, on va dire que c'est dark pattern, mais on n'engage pas, on se retrouve pas à souscrire un abonnement sans le savoir. On a quand même une offre commerciale qui est quand même un gain pour celui qui voulait vraiment réserver. Ça peut être un gain, ça peut aider la conversion. Ce qui était troublant, c'était de se dire que quand même Google pouvait se positionner en tant que patron et dire qui doit faire quoi. Parce que dans une boîte comme celle où j'étais, qui était un pure player, donc pure player, ce sont ceux qui ne font que du web, contrairement par exemple à la compagnie aérienne où on a différents leviers, on a les ventes physiques, etc., les points de vente en aéroport. Là, je dirais pas l'acteur, mais c'était un acteur comme Last Minute, Opodo, eBookers, etc. C'est que du web, donc vous ne pouvez pas vous couper de Google. Quand ça fait 40 ou 60% de votre chiffre d'affaires, c'est impossible. Donc, du coup, ils l'ont vu, ils nous ont alertés, on a été obligés d'enlever le... Voilà. Et ça date. Hein. Donc, dites-vous bien qu'aujourd'hui, les technologies ont vachement augmenté. Les crawlers sont capables d'identifier effectivement des dark patterns et ça peut affecter votre référencement. En plus des avis vérifiés, où là, effectivement, comme je vous l'ai dit, le fait de faire du dark pattern, ça va donner une mauvaise image et les gens vont se plaindre et ce sera aussi remonté dans les signaux des algorithmes. Donc, potentiellement, voilà, ça peut nuire à votre image de marque, votre référencement, votre fidélité et votre réputation. Donc, ça peut être des arguments, nous, en tant qu'UX, pour essayer de justifier attention, là, c'est le côté obscur de la force. Voilà ce que vous risquez d'y aller. Mais à l'inverse, justement, ces derniers temps, on remarque, notamment, il y a Bastille qui a fait une vidéo là-dessus. On remarque qu'il y a des sites qui, en fait, utilisent uniquement les dark patterns et c'est presque leur marque de fabrique un petit peu avec, plein de mécanismes de roue de la fortune, d'urgence, de stress marketing. Est-ce que ça, c'est une tendance, du coup, qui va, selon vous, s'essouffler? Enfin, comment vous voyez un peu, pour conclure, l'avenir justement des dark patterns? Est-ce qu'il va falloir être de plus en plus transparent avec, les usagers? Ou est-ce que ça sera des pratiques un peu, déguisées et qui sont totalement assumées? Bah, enfin, après moi je vais répondre en mon nom, pour le coup. Alors c'est vrai que cette vidéo de Bastille, moi je l'avais vue, je la trouvais assez intéressante, sur Temu parce que, bah, c'est vraiment des sites un peu, proches, hein, de AliExpress. Donc je pense que déjà, on va dire en termes de qualité de produit, mais aussi au type de prospect que l'on souhaite, toucher, ça va pas peut-être être n'importe qui ou quoi que ce soit. On va peut-être toucher un certain type de consommateur en particulier. Donc, il y a déjà, je dirais pas un risque de toucher moins de personnes, mais ça peut être ça. Je pense qu'on peut être un peu, en tant que consommateur, volontaire et vouloir accepter ce genre de choses aussi et accepter de se faire un peu manipuler pour voir en fait des articles qui vont être à très très bas prix ou quoi que ce soit, avec également potentiellement le risque quand on les reçoit qu'ils soient de piètre qualité. Hein. C'est un peu comme quand on accepte d'aller sur des sites de streaming illégaux et on accepte de se prendre plein de pop-up qui s'ouvrent dans tous les sens parce qu'on se dit non, je ne veux pas payer un abonnement sur un site de streaming ou quoi que ce soit. Donc, c'est potentiellement le risque, mais peut-être à mon sens, c'est peut-être plus une acceptation de la part de l'utilisateur de dire j'accepte, j'ai envie de payer moins cher ou j'ai envie d'avoir accès à quelque chose de gratuit, mais en contrepartie, ça veut dire que j'ai une mauvaise expérience utilisateur ou je vais devoir donner mes données à un moment ou quoi que ce soit, ou peut-être je risque de m'exposer à malheureusement, c'est une réalité aussi, des piratages ou donner mon argent à certains moments alors que je ne le veux pas.
Donc, je pense que c'est peut-être une question d'abord, dans un premier temps, d'éducation du consommateur, de l'utilisateur, de savoir véritablement ce qu'il veut avant de pleinement se lancer là-dedans. La deuxième chose, et je l'ai un petit peu abordé tout à l'heure, mais pour tout le reste, on va dire, des entreprises qui sont un petit peu plus établies, et je rebondis par rapport à ce que disait Gaïa, que c'est vrai que pour certaines entreprises, même si les pratiques aujourd'hui peuvent être, on va dire, discutables, légalement parlant, elles ne sont pas encore pleinement reconnues comme étant illégales ou quoi que ce soit, trompeuses. Donc, les entreprises vont beaucoup jouer dessus. C'est vrai qu'elles ont beaucoup à perdre si, au bout d'un moment, on leur demande d'arrêter de faire certaines choses, qu'elles continuent. Ça va vraiment impacter leur image de marque et on va avoir une perte de confiance. Donc, à mon sens, c'est pas aujourd'hui qu'on va avoir que des sites qui vont prendre que des dark patterns. C'est pas forcément vrai puisqu'il y a plus de problématiques autour. Je pense que j'avais vu des chiffres sur 11 000 sites à peu près recensés. C'était par rapport à Deceptive Design de Harry Brignol. Il y avait une étude à peu près en termes de ratio. On est sur 11% de sites, sur ces 11 000 sites qui ont des dark patterns. Donc, c'est pas non plus quelque chose qui est pleinement développé partout ou quoi que ce soit. Je pense qu'il y a encore des entreprises qui ont une certaine éthique. Et puis, il y a beaucoup de choses qui se durcissent aussi sur les réglementations. Je pense au scroll infini sur TikTok qui est en voie d'être réglementé. À défaut d'être supprimé, au moins ça va être réglementé. Et puis en Europe, nous on a le Digital Service Act qui est une association qui a pour but de lister en fait les dark patterns qui sont prohibés. Donc ça c'est intéressant aussi pour nous-mêmes quand on fait de la veille, de bien être au courant de ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on a le droit de ne pas faire, même si on peut avoir la pression de la part de supérieurs ou quoi que ce soit. Et après, à l'échelle nationale, nous, on a la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Et c'est vrai que des associations, ces commissions-là sont super importantes parce que c'est généralement là-dessus qu'on peut avoir beaucoup de signalements qui vont être faits et qui, par conséquent, vont pousser à des évaluations et des mesures qui vont être prises pour justement limiter ce type de choses. Donc aujourd'hui, même si on est quand même sur les balbutiements, on va dire, d'encadrement de ces dark patterns-là, il y a quand même beaucoup de travail qui est fait en amont pour justement éviter que en fait, on pousse trop l'utilisateur à l'erreur et que ça lui soit dommageable au final. Et Voilà. si vous aviez du coup un conseil à donner aux usagers pour faire attention un petit peu aux dark patterns, ce serait quoi pour conclure? Prenez votre temps. C'est une réalité, mais c'est vrai. Soyez vigilants, prenez votre temps. Je pense que c'est le classique quand vous savez, vous êtes en train de lire toutes les mentions légales de quelque chose que vous vous apprêtez à accepter. Vous vous rendrez compte parfois que sur certains dark patterns, en fait, il faut attendre tout en bas avant d'avoir le bouton refuser qui s'active, alors que le bouton valider est disponible dès le départ. Donc ça, c'est la première chose. Faites attention aussi à des mécanismes. Par exemple, il y a sur les dark patterns, on n'a pas eu l'occasion de parler de plusieurs dark patterns, mais il y en a énormément. Il y a les inversions de boutons. Généralement, en design patterns, on a le bouton de validation à droite, le bouton d'annulation à gauche, et ça peut arriver que on les annule, on les inverse pour que justement, vous, par mécanisme, vous allez cliquer sur le bouton de droite et potentiellement, vous allez effectuer une action qui va être dommageable et qui va vous engager pour un abonnement ou quoi que ce soit. Donc, prenez toujours votre temps et comme dit Gaillac également, soyez vigilants là-dessus et faites de la veille. Est-ce que tu voulais ajouter un dernier conseil? Moi, je pense qu'après, ce sera mon mot de la fin. Je pense qu'après, c'est à chaque designer de voir jusqu'où il pousse le curseur, jusqu'où il est prêt à accepter ou pas en fonction de son éthique, parce que ça peut aussi, nous, en tant que designer, jouer sur notre affect, notre santé morale. Si on est là et qu'on fait des choses, on se dit, mais je fais des choses où j'attrape les gens, on n'est pas confortable avec ça. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais au bout d'un moment, il faut savoir aussi dire stop. Quand on démarre sa carrière, on peut se dire, bon, je vais dans telle boîte, ça va pas être, je sais que ça va pas toujours être on va des fois être du côté obscur de la force, mais je me le fais parce que pendant 1 an ou 2, j'ai besoin de me faire de l'expérience. Mais voilà, il faut savoir à un moment donné, et je pense que c'est à chacun de mettre le curseur, de se dire ça, je peux accepter de le faire, et au bout d'un moment, c'est trop, et qu'on peut pas non plus être dans le jugement sur quelqu'un qui a été parce que pour moi, c'est toujours quelque chose qui est plus ou moins concret.
une contrainte, je veux dire. Un UX designer de lui-même n'a pas vocation à chercher à tromper l'utilisateur. Par contre, effectivement, quand les enjeux et la pression, la gestion d'objectifs chiffrés, on peut être amené à devoir faire des choses comme ça, à chacun de voir au niveau UX. Et puis en tant qu'utilisateur, il faut effectivement être vigilant, bien regarder, ne pas faire dans l'urgence, même si on vous pousse à l'urgence. Effectivement, comme disait voilà, la côte dans le chat, éviter de faire des achats compulsifs, même si des fois c'est travaillé pour qu'on soit dans cet état-là. Et puis voilà, je pense que juste pour revenir sur un dernier point, la vidéo de Temu, comme disait Clara, c'est tellement une accumulation de dark patterns que là on est dans un positionnement en fait. Ils ont choisi de se positionner sur une cible particulière. Et je pense qu'il y aura des marques qui ne choisiront jamais ce positionnement-là et qui éviteront justement, qui travailleront à avoir une meilleure expérience parce qu'elles ont compris que ça joue sur leur image de marque. Et d'autres qui n'en ont rien à faire. Dans la vidéo de Temu, ça va jusqu'à mettre ils ont même mis des virus pour contourner les failles du système. Ils se sont fait avoir, ils ont changé de nom. Donc ça veut dire que c'est fait l'image de marque. Si ça foire, on change de nom et on recommence. Donc, il le dit dans la vidéo, à un moment donné, ils ont été bannis du store parce qu'il y avait des spyware ou des choses qui permettaient de contourner les lois de sécurité des OS, des systèmes, ce qui est totalement illégal. Et ils ont changé de nom après. Donc, c'est des marques qui sont opportunistes, qui visent vraiment un public, mais en même temps, ce public-là est aussi un peu un public... pour beaucoup, en tout cas, smart shopper. Il y aura toujours des gens qui vont se faire avoir, mais c'est aussi des gens qui ont l'habitude d'aller sur des trucs discount, de connaître un peu les ruses, de comparer sur plein de différents sites avant d'acheter, et ils vont aller chercher ce public-là. Alors, il y aura toujours, malheureusement, des gens qui vont se laisser avoir. Malheureusement, ça, c'est les risques. Mais bon, voilà, ce sera... Pour conclure, je pense que c'est à chacun d'avoir sa responsabilité et de voir jusqu'où il est prêt à aller, que ce soit au niveau de la conception et au niveau du consommateur, de l'utilisateur. Merci pour ces conseils, c'est bien parce que du coup, on a à la fois la partie, usager et à la fois la partie aussi, designer, enfin la personne qui va justement mettre en place tous ces patterns. Donc merci pour ça. Je passe un petit peu vite sur ce dernier article, mais on vous le mettra, en lien sur le replay. Si vous voulez aller lire, il y a plusieurs conseils pour éviter aussi, justement de tomber dans les dark patterns qui sont, assez intéressants. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci d'avoir regardé ce live. Merci, Clara et Gaillac pour, votre expertise. C'était super intéressant et puis, à bientôt. Merci à tous. À bientôt. Au Merci revoir. beaucoup. À bientôt.